Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Guadeloupe, actualité. Et on commence avec le point Covid de la semaine et la situation épidémiologique est relativement stable. On a quand même une très légère augmentation avec 366 nouveaux cas, soit 45 cas de plus que la semaine passée. Le taux d'incidence lui passe de 85 pour 100 000 habitants à 97. Le taux de positivité de 14,1 à 14,4, pas grand-chose. On a plus de cas, mais moins d'hospitalisations qui sont au nombre de 7. Et on compte moins de réanimations d'ailleurs aussi, puisqu'elles étaient au nombre de 3 sur la période précédente et sont passées à 1 cette semaine. Et on compte quand même 2 décès qui sont à déplorer. Et en ce qui concerne la vaccination, eh bien on compte 0,01% de troisième dose supplémentaire et aucune nouvelle injection pour les ados et les enfants, et ce depuis le 10 octobre dernier. Et tôt ce matin, Charles Caudrelier a franchi la ligne d'arrivée de la route du Rhum 2022. Il établit un nouveau record avec une traversée en 6 jours, 19h47 minutes et 25 secondes. Une arrivée éclair entachée par une tragédie en mer et la mort de 2 personnes. Alex Picot, chef de projet à OC Sport, et François Navélian, responsable commercial et partenariat d'OC Sport, étaient à bord d'un bateau suiveur qui a, semble-t-il, chaviré. L'accident, dont les circonstances ne sont pas clairement établies, aurait lieu à 1 mille nautiques de nos côtes. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Et les élus du département et les professionnels de la mer se penchent sur le schéma d'aménagement des ports de l'archipel. Ces structures méritent une attention particulière et des financements pour être mis à niveau. Un enjeu pour la collectivité qui souhaite le développement de l'économie bleue, tant sur le transport de passagers, la pêche que les circuits touristiques. Regardez, on fait le point avec Jean Dartron. Après avoir réalisé le diagnostic des 21 ports départementaux, nous avons donc eu l'occasion de présenter aux élus du département ce diagnostic. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de réunir l'ensemble des représentants, je dirais, sur ces 21 ports, un représentant des pêcheurs, un représentant des plaisanciers, un représentant de la municipalité aussi, notamment le président du conseil portuaire de la zone concernée, pour pouvoir partager avec eux ce diagnostic et partir vers la construction du schéma départemental de ces 6 années à venir. Nous voulons être en contact des acteurs du terrain pour pouvoir faire des choix, positionner chaque port dans nos 21 ports dans un espace de construction, c'est-à-dire la dimension touristique, la dimension pêche, la dimension passager, et permettre que sur ces 6 ans, comme l'a voulu le président Losbach, que tous ces ports expriment la volonté du département d'en faire des espaces au service de la pêche, mais au service aussi du public, au service des plaisanciers, aussi au service des passagers, pour qu'en 6 ans, en 2028, on ait un autre regard sur ces ports. Ce sera des travaux qui vont être entamés dès 2023, certains même ont déjà commencé cette année, et permettre que vraiment les ports du département, les ports dont nous avons la responsabilité, reflètent une grande volonté politique d'en faire autrement, que ces ports soient représentés autrement, une image positive du département. Un reportage signé Maxime Morel. Et on se rend maintenant à Basse-Terre pour l'inauguration de leur village de la route du Rhum. Et oui, la côte sous le vent veut en bénéficier aussi, puisqu'ils ont un très bon point de vue, mais le sud Basse-Terre aussi veut faire partie des festivités qui ont été un petit peu gâchées aujourd'hui quand même. Regardez.
Dans la course, elle commence à Pointe-sous-le-Vent. Les 11 territoires du Grand Sud Caraïbes ont une vue prenable sur l'arrivée de la route du Rhum, de cette 12e édition. Donc il était important. Un territoire qui a une façade maritime comme celle-ci, il fallait que cette façade maritime soit valorisée. Il y a bien évidemment le lieu symbolique de l'arrivée qui se situe à Pointe-à-Pitre, mais que bien évidemment le chef-lieu du département et de la région Quai-Basse-Terre participe avec beaucoup de dynamisme et d'activité à cette route du Rhum 2022. C'est bien pour l'économie de la ville, ça permet aux gens de descendre à Basse-Terre, comme on dit, de venir en Sud-Basse-Terre, et surtout aux artisans du Sud-Basse-Terre, mais de toute la Guadeloupe, d'exposer leur savoir. Et le savoir ici en Guadeloupe, il est extraordinaire. On voit, notamment en termes d'agro-transformation, tout ce que les jeunes font en tant qu'artisans, et c'est vraiment, ça fait plaisir à voir. Et afin de réunir les professionnels et engager des réflexions nouvelles, la Ville des Abîmes organise un séminaire autour de la parentalité, l'occasion d'échanger sur les bonnes pratiques en tout genre et recréer le lien social et familial. Regardez. Alors aujourd'hui, nous sommes au séminaire de la parentalité. Donc c'est vrai qu'après 2 ans de crise sanitaire et puis couplé à la crise sociale, il était important pour nous de pouvoir réunir un professionnel mais aussi quelques familles autour de la thématique de la parentalité. Alors l'objectif effectivement c'est de permettre aux professionnels de mener une réflexion nouvelle sur cette question-là de la parentalité, qu'on puisse être dans l'échange de pratiques, mais aussi qu'on puisse savoir, puisqu'on a quand même eu pas mal d'enfants qui ont été dans des situations de violence, de souffrance, des familles qui ont subi tout ce qui était violence conjugale. Donc beaucoup de problèmes liés à cet enfermement de la crise sociale. Donc c'est aujourd'hui quel positionnement on a par rapport à cette thématique, comment on retravaille avec les familles, avec les parents, avec leurs enfants en tout cas. Les enjeux sont multiples puisque nous aurons bien compris tout ce qui se passe aujourd'hui dans les familles, tout ce qui se passe sur notre territoire. Et nous appartenait justement de faire en sorte que nous ayons avec nous des professionnels qui puissent nous faire partager leur expérience. Tant dans les enjeux, puisqu'ils sont des acteurs de terrain, que dans les limites que nous aussi nous devons avoir, nous parents, nous professionnels, nous élus aussi, pour pouvoir poser un cadre face à la situation qui est, somme toute, très particulière sur le territoire de la Guadeloupe et d'ailleurs. Alors l'objectif pour nous, c'est de présenter ce que fait en fait les centres sociaux au niveau du soutien à la parentalité, puisqu'on intervient au niveau de la jeunesse, on intervient au niveau des familles, et tous les centres sociaux, puisqu'il y en a 5 sur le territoire des Abîmes, donc il y en a à Petit-Pérou, il y a la Croix, il y a Grand-Camp, il y a le Rézé et il y a Chazot. On a un volet en fait de soutien à la parentalité puisqu'il s'agit d'accompagner les familles dans leur rôle éducatif. Recréer le lien social et familial, c'est important, et on s'est surtout rendu compte que les familles avaient besoin de parler, de s'exprimer, de partager les expériences, et ça c'est important en fait pour que lorsque on était à un moment donné très isolé, de recréer ce lien-là et recréer aussi bien le lien familial, le lien social, mais aussi le lien intergénérationnel, parce qu'on a besoin de s'exprimer, et surtout les familles aujourd'hui avec l'arrivée du numérique, connaissent énormément de difficultés avec les enfants. Donc ils ont besoin de partager les expériences les uns les autres, et surtout de pouvoir s'orienter vers les centres sociaux pour qu'on puisse nous-mêmes les orienter vers les partenaires pour répondre aux problématiques qui existent sur le territoire. Un reportage signé Désir Boucou. Et on enchaîne avec la journée de la parentalité au phare du Gosier. Une première pour relancer le réseau parental de la ville de Gosier avec une journée d'échange et d'activité. Le reste en images. Vous savez bien, l'îlet du Gosier, c'est un cadre magnifique. Donc notamment pour sortir les parents justement des murs et leur permettre de pouvoir échanger donc, avec nous, avec les intervenants comme EPOL. Donc c'est un partenaire privilégié, donc il y en a plusieurs, mais c'est un partenaire privilégié. Donc durant ce temps de parole, donc, les enfants vont pouvoir se promener sur l'îlet avec le guide du Conservatoire du Littoral, de manière à ce qu'ils puissent observer la biodiversité qui s'y trouve. Nous sommes ici sur l'îlet aujourd'hui pour premièrement relancer le réseau parental de la ville du Gosier, ce réseau parental qui s'appelle le phare.
Voilà, on est là dans le cadre d'une action de parentalité pour recevoir des familles finalement du Gosier, donc des parents, des mamans avec leurs enfants pour échanger sur des thématiques qui peuvent les intéresser au quotidien pour les soutenir dans leur fonction parentale. Il faut redynamiser justement cet échange, ce lien avec les parents parce que bon, ils sont acteurs privilégiés et les plus importants. Donc il faut pouvoir leur apporter justement une structuration, une base, sans faire à leur place bien sûr, hein, mais leur donner des éléments, même une écoute qui est importante. Je voudrais que cette opposition systématique qu'il y a chez nous entre les hommes et les femmes s'améliore. Parce qu'aujourd'hui, puisque j'organise des événements comme ça justement pour faire passer l'information, il y a des femmes qui souffrent, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui souffrent aujourd'hui. Et je ne suis pas dans une rancune. Je suis justement dans l'apaisement. Et parce que lorsqu'un homme et une femme mettent au monde un enfant, je préfère penser que c'est un acte d'amour. Et de retour sur le plateau, je reçois maintenant Annette Vitalis, élue déléguée à la commission culture et patrimoine de la ville de Morne-à-l'Eau. Elle est en compagnie de Firmin Lubin, membre du conseil pastoral de la paroisse de Morne-à-l'Eau. Et nous avons également Joël Sylvestre, responsable de Passion Even, qui organisera donc l'élection de Miss Morne-à-l'Eau. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Après 2 ans de privation, on peut dire que les festivités commencent à reprendre de bon train ici en Guadeloupe. Et la ville de Morne-à-l'Eau donc prépare sa fête patronale. Comment ça va se dérouler ? Eh bien, en effet, nous avons en amont réuni les associations de la ville. Et le programme que nous allons présenter à la population a été réalisé par les associations. Donc, le maire Jean Bardaille, il était présent à ces réunions. Donc, le programme est sorti. Nous avons choisi le thème héritage et transmission entre les générations. Parce que les générations passées, les seniors, comme on dit, ont beaucoup à apprendre aux générations futures. Donc, toutes les activités qui vont se dérouler, toutes les manifestations vont tenir compte du thème de la fête. Est-ce qu'on aura le petit aspect éco-citoyen que vous mettez toujours en avant ? Le petit aspect éco-citoyen, oui, parce qu'on aura une journée à Babin, ou Babin, espace de bien-être, parce qu'on sait que tous les Guadeloupéens, même ceux qui ne sont pas Guadeloupéens, ils vont à Babin pour la boue de Babin. Donc le 20 novembre, nous avons une journée Babin, espace de bien-être, qui se tiendra de 9h, je crois, à 16h. Alors, on pourra faire des massages, on pourra faire du kayak, du sport, de la marche, on pourra manger sainement. Il y aura la visite de la mangrove, pas mal de choses. Quel autre temps fort on aura effectivement pendant cette fête patronale ? Alors, pendant cette fête patronale, nous avons, dans le cadre de l'arrivée de la route du Rhum, ça sera la fête de Vieux-Beau en principe, nous avons le spectacle Yemanja. Yemanja, où on va parler d'eau, nous savons en ce moment il y a pas mal de problèmes d'eau en Guadeloupe, donc on va parler de défense de l'environnement et puis il y a la mer, on va essayer d'intégrer ce paysage et puis c'est je crois une déesse, Yemanja, c'est une déesse qui vient du Brésil, donc ça sera un temps fort, il y aura 250 danseurs, des élèves des collèges, des lycées, des écoles. Et ça sera Madame Pater-Tourin, que tout le monde connaît, qui va, c'est qui met à la fête habiter là ça. Et sur l'aspect culinaire, est-ce qu'il y aura une petite touche ? Oui, je pense qu'il y aura aussi, comme en ce moment, nous avons le droit de consommer le lambi. Le 27, les restaurateurs de Vieux-Beau vont servir du lambi en toute sauce. Il y aura aussi une journée de vente de fruits de mer avec l'association Tony Club, qui prépare l'arrivée de Kenny Pipérol. Nous savons que Kenny Pipérol, il est vieux bourgeois. Donc, c'est votre Tony partenaire Club, d'ailleurs, vous êtes partenaire. On est partenaire. La ville de Morne-à-l'Eau est partenaire. On a fait un beau geste pour lui en ce qui concerne cette manifestation. Donc, Tony Club attend l'arrivée de Pipérol et pour ce faire, il y aura pendant toute une semaine
des activités nautiques. Voilà. Est-ce que vous allez développer le plan d'eau justement sur Morne-à-l'Eau? Développer le plan d'eau. Le plan d'eau. Enfin, la piscine? Oui. Oui, je pense. Mais justement, pendant le spectacle Yemanja, je pense qu'il y a des enfants qui vont danser dans la piscine. Vous allez voir, il y aura une barge qui sera sous la mer où les danseurs vont s'exprimer. Donc, ça sera quelque chose de hors du commun, quoi. Qu'est-ce que la communauté justement paroissiale de Morne-à-l'Eau prépare pour les festivités? Eh bien, on ne pourra pas parler de festivités, on va parler de difficultés. Même si dans le programme de la fête de Morne-à-l'Eau, il est inscrit que nous avons un concert organisé par le diocèse et la paroisse. Alors, pour bien comprendre, c'est-à-dire que la paroisse de Morne-à-l'Eau, comme tout le monde le sait, l'église de Saint-André est fermée depuis 9 ans. Et donc nous sommes en difficulté, et nous sommes encore en plus grande difficulté depuis que la chapelle de Blanchette, qui était notre point de repli, aussi a été fermée. Donc aujourd'hui, les paroissiens ont des difficultés à se réunir pour pouvoir vivre leur foi et célébrer. Et donc voilà, donc maintenant nous nous retrouvons dans un espace très réduit, soit salle de catéchèse, pour pouvoir célébrer. Et donc, compte tenu de toutes ces difficultés, il faut bouger. Et donc nous avons organisé cette année, nous avons défini ce mois de novembre comme le mois de Saint-André, Saint-André qui est le saint patron de la paroisse de Morne-à-l'Eau. Et donc nous avons beaucoup d'activités et beaucoup de temps fort pour faire en sorte que les paroissiens puissent, et tous les Guadeloupéens, puissent participer à cette action de solidarité, cette grande action de solidarité que nous mettons en place. Et donc parmi ces temps forts, nous avons un concert de louanges qui est prévu ce vendredi à Morne-à-l'Eau, stade de Pierre-Monéroville, le 18 décembre à 19h. Donc nous attendons tous les Mornaliens et tous les Guadeloupéens qui veulent participer à cet élan de solidarité. Et comment ils peuvent contribuer justement? Eh bien, donc ce n'est pas une action commerciale, c'est une solidarité. Et comment ils peuvent le faire? Eh bien, ils peuvent faire des dons. Et donc pour ce concert, nous avons organisé ce concert en mettant un prix de départ, de base, qui est de 20 €. Et donc, comme ça, 20 € pour les adultes de 12 ans à 77 ans et 10 € pour les enfants de 6 à 12 ans. Faire en sorte qu'ils puissent venir à ce concert, participer et aussi permettre que nous puissions lever des fonds pour pouvoir permettre que la paroisse puisse fonctionner de manière normale. Puisque aujourd'hui nous sommes en très grande difficulté. En plus de ça, nous aurons aussi... sans vous couper, mais pour le financement, on voit souvent effectivement qu'il y a des lotos du patrimoine, des choses comme ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas candidater Si, parce que ce sont quand même des vieilles bâtisses. Si, il y a le loto du patrimoine. Donc, c'est-à-dire que l'État, le département, la région ont mis en place des fonds. Ils ont aidé pour que le financement de la commune, pour que ce financement puisse permettre la réflexion de l'église. Du site. Mais en dehors de ça, vous savez, ça demande beaucoup d'argent, donc c'est pas suffisant. Donc, en plus de ça, nous avons aussi, mis en place une cagnotte Litchi, qui est sur Internet. On pourra... C'est quoi le nom de la cagnotte? Alors, Solidarité avec la paroisse de Morne-à-l'Eau. Tout le monde peut se connecter et donc faire un don pour permettre que nous puissions avoir le maximum de fonds pour nous permettre de fonctionner. Très bien. On espère que vous trouverez des solutions rapides. C'est clair que pour se rassembler dans des petites salles, ça peut être très compliqué. Alors, autre festivité pendant cette fête patronale de Morne-à-l'Eau, je pense que ça va être l'un des événements les plus attendus dans tous les cas. Ce sera l'élection de Miss. Alors, comment elle se prépare? Est-ce que les candidates sont déjà prêtes? Alors justement, je vais les voir tout à l'heure, puisque moi, pour ma part, je m'occupe aussi de l'élocution de ces jeunes filles, puisque bien sûr, ce sont des jeunes qui doivent apprendre à s'exprimer, parce qu'il ne suffit pas juste d'être belle, il faut savoir s'exprimer aussi. Et Passion Events a été retenu par la ville de Morne-à-l'Eau pour pouvoir organiser cette élection
clé en main, c'est-à-dire qu'on va tout faire, c'est-à-dire Monsieur Viomestine s'occupe de la partie chorégraphie, moi de l'élocution, et ensuite nous faisons une élection que tous les passages, les 3 passages vont être développés autour de la thématique de la ville qui est patrimoine et passage avec l'intergénération et tout. Et afin de pouvoir vraiment tenir ce thème, nous avons le décor, les passages, et aussi la mairie a souhaité inviter les anciennes Miss pour qu'elles puissent vraiment faire ce passage entre la nouvelle et l'ancienne génération. Les candidates se préparent, l'élection s'annonce très bien, il y aura un beau show artistique, il y aura des artistes présents, je peux les citer. Bien sûr, bien sûr. Alors nous attendons Dacha, bien sûr, que tout le monde connaît, et Anthony Drou. Et il y aura la troupe Amétis, qui est une très belle troupe qui va faire aussi des intermèdes entre les différents passages. Voilà. Un show... Amétis, c'est les samba, je crois, un peu. Elles font de la samba, elles font un peu de tout. Elles mélangent un peu tout, mais elles sont très agréables à regarder. Et voilà. Mais la soirée s'annonce belle, avec des jeunes filles qui sont déterminées. Il faut savoir que l'élection de Miss Monalo n'a pas eu lieu depuis 9 ans. Et que ce sera vraiment un retour. Et le maire tenait particulièrement à organiser cette élection pour les jeunes. Est-ce que vous avez suffisamment de candidates pour le coup? Alors, pour le moment, comme c'est un retour, nous avons 5 candidates. C'est le minimum pour organiser. Mais nous espérons quand même que ça va être une première étape pour la suite, après obtenir un peu plus de candidates. Voilà. Non, mais ils ne sont pas beaucoup. Elles risquent d'accéder au podium. Est-ce que vous allez durcir justement les règles du concours? Le jury va faire son travail de toute façon. Ça sera sans pitié. On va pas dire sans pitié. On va dire que celle qui aura réuni tous les critères, que ce soit au niveau de beauté, d'élocution et puis de présence sur scène, va être élue. Nous lui souhaitons bonne chance. Très bien. Donc le rendez-vous est donné donc. Ce sera le samedi 19 novembre. Exactement. À partir de 20h à la salle de l'Étoile. Et les gens peuvent aussi se procurer les tickets sur Keyrol en ligne. Très bien. Monsieur Firmin. Je voulais juste préciser, ce que je n'ai pas fait auparavant, que ce concert, c'est un concert qui est animé par le groupe Raise, un groupe de louanges de France, et aussi par Lina Racon. Et donc, ce que je voulais dire, qu'il y aura de l'ambiance et de l'émotion. Et donc, tout le monde est invité, et jusqu'à ce vendredi, avant le début du concert qui a lieu à 19h, qui commencera à 19h, on pourra participer et donc donner faire cette action de solidarité. Et pour l'accès au stade, nous allons chacun, celui qui, quand on aura sera quitté des 20 €, pourra avoir un bracelet pour pouvoir entrer au stade. Donc, je le répète, ce n'est pas une action commerciale, mais une action de solidarité. Nous attendons cette solidarité de tout le monde. Très bien. Alors, pour terminer, je voudrais dire qu'on aura un défilé de mode intergénérationnel, on aura des débats, on aura le quadrille, on aura la salsa. Et le samedi, pour les jeunes, nous aurons des jeunes artistes qui vont se produire, concours de chant pour les jeunes, comme au bon vieux temps. Et le lendemain, il y aura aussi le concours de chant pour les seniors. Et pas mal d'artistes vont se produire sur la scène du GRT Archimède, comme au bon vieux temps. On va donner la date quand même pour le concert. Alors, le concert, Monsieur Lubin, c'est le 18. Le 18 novembre à 19h au stade Pierre-Monerville. Très bien. De toute façon, le mois de novembre... Et à ce défilé de mode, il y aura une grande artiste. On ne dit pas qui c'est, ça sera la surprise. Ah, mais vous pouvez nous le dire, on aime bien avoir les frais. Une artiste qui a justement été Miss Guadeloupe. Donc, ça sera Joël Ursule, elle nous a promis d'être là. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.